Bonjour, vous écoutez le podcast Kwibuka, présenté par Dr Jean Damascène Bizimana, ministre dans le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Depuis de nombreuses années de recherche, il a collecté et compilé des informations sur des actions ayant mené au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Dans cet épisode, il vous racontera la systématisation des tortures des Tutsis dans les prisons mouroirs du régime Habyarimana. Dans cette séquence, nous allons démontrer comment les prisons rwandaises sous le régime du président Habyarimana ont été utilisées à des fins de torture des Tutsis et de préparation au génocide. Sous le régime du président Kayibanda et du président Habyarimana, c'est-à-dire entre 1962 et 1994, les prisons du Rwanda ont été utilisées comme des armes de torture dans lesquelles les bannis de chacun de ces deux régimes étaient enfermés dans des conditions inhumaines et dégradantes d'une extrême barbarie. Le président Habyarimana avait utilisé ces méthodes en 1973 en emprisonnant des dignitaires du régime Kayibanda qu'il a renversé le 5 juillet 1973, qui sont presque tous morts de mauvaises conditions de détention ou d'assassinat dans des prisons de Ruhengeri et Gisenyi, où j'étais dans des fosses communes jamais découvertes. En octobre 1990, ce genre de méthode répressive et criminelle a été reprise par le président Habyarimana, qui en avait le secret et l'habitude. Comme il apparaît sur la liste établie par le ministère de la Justice le 4 février 1991, le nombre de personnes détenues sous prétexte qu'elles étaient complices du FPR s'élevait à 8402. Ces personnes étaient réparties dans les prisons comme suit. Butare 251, prison de Byumba 310, prison de Cyangugu 216, prison de Gikongoro 29, prison de Gisenyi 304, prison de Gitarama 294, prison de Kibungo 623, prison de Kibuye 57, prison de Kigali 6120, prison de Nyanza 41 et la prison de Ruhengeri abritait 157 personnes, soi-disant emprisonnées pour complicité avec le FPR. La plupart de ces Tutsis innocents, injustement arrêtés, sont morts dans les prisons rwandaises sous l'unique accusation, nous venons de le dire, non prouvée, d'être des complices du FPR. Ils ont été victimes de mauvaises conditions de vie, des conséquences de la torture et de prévention de soins et d'aliments. Commençons par la prison de Butare. Des Tutsis ont contracté la dysenterie bacillaire et certains de leurs co-détenus qui étaient médecins ont voulu les soigner. La direction de la prison n'a pas apprécié, alors pris la décision de séparer les malades avec les médecins détenus. Elle a fait maintenir les malades prisonniers dans une pièce qu'on appelait la salle de la mort. C'est ainsi que certains malades Tutsis sont décédés faute de soins, comme le commerçant Paul Gakuba, qui était un grand homme sage bien connu à Butare et qui souffrait du diabète. Il a fait 2 jours de coma suite à la privation de médicaments. Après 4 jours, la direction de la prison, étant sûre qu'il ne pourrait survivre, l'a amené à l'hôpital de Butare où il est finalement mort. Un autre commerçant de Butare, Evariste Kamugunga, est également décédé à l'âge de 53 ans, le 27 octobre 1990, victime de la dysenterie bacillaire suite à la privation de soins et d'aliments. Zemfire Kagiraneza, qui était professeur au groupe scolaire de Butare, est lui aussi mort dans les mêmes conditions, à l'âge, entendez bien, de 35 ans. 2 avocats belges, maître Eric Gillet et maître André Jadour, ont pu visiter les prisons rwandaises du 9 au 17 janvier et du 2 au 5 février 1992. Ils ont constaté et écrit un rapport montrant que dans la plupart des prisons du Rwanda, on pratiquait systématiquement la torture et d'autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les détenus Tutsis torturés étaient isolés, de telle sorte que les agents du Comité international de la Croix-Rouge ne pouvaient pas non plus les visiter. Beaucoup de ces détenus ont succombé à leurs blessures. Feu François Nsengiyumva, qui était détenu dans la prison de Butare, a écrit un livre intitulé Ingoma ya Maraso, le régime du sang.
dans lequel il raconte minutieusement les atrocités commises en mentionnant les noms des personnes dont il se souvenait qu'elles sont mortes dans ces lieux à la suite de bastonnades. Il cite par exemple le cas d'une personne décédée le 29 octobre 1990 à cause des coups de crosse qu'on lui avait assénés au crâne. Une autre personne, on surnommait Kiragi, celui qui n'entend pas, et qui était muette, a succombé au coup de bâton des agents surveillants de la prison de Boutaré sous prétexte qu'elle refusait de parler, alors qu'il était sourd-muet. Ces tortionnaires le battaient en disant ne pas vouloir parler, que c'était des astuces des Tutsis. Il se faisait passer pour muet, disait-il, afin de ne pas dévoiler les secrets des Tutsis. Fin de citation. Nous disposons d'un compte rendu de la réunion dite de sécurité du conseil préfectoral de Boutaré, tenu le 4 novembre 1990 sous la présidence du secrétaire général au ministère de l'Intérieur et du Développement communal, Innocent Ndindabahizi, qui précise les consignes et les noms des autorités de Boutaré qui avaient reçu mission d'exécuter cette besogne criminelle. Le procès verbal est dressé par le rapporteur de cette réunion, le commandant Syriac Habyarabatuma, qui dirigeait le groupement de gendarmerie de Boutaré, qui reproduit les ordres du secrétaire général Innocent Ndindabahizi, venu en mission à Boutaré pour instituer un comité chargé d'exécuter les ordres d'arrestation des Tutsis. Ce comité a reçu pour ordre, je cite, de combattre la propagation des faux bruits et rumeurs par l'ennemi et ses complices, déceler à temps des éléments qui s'attellent à cette activité, aider les autorités civiles et militaires à démasquer l'ennemi dans ses multiples cachettes et quelles que soient les formes et les stratégies auxquelles il recourt, organiser l'autodéfense dans toutes les collectivités. Tout doit être fait pour une sensibilisation et une coordination bien organisée, sans oublier une franche collaboration pour une meilleure cohérence et une rapidité dans l'action. Il faut redoubler de vigilance et de prudence parce que l'ennemi est susceptible de mener des actions de sabotage partout. Des informations existent qui tendent à montrer qu'il existe des mouvements de Robert Kankrera Inyenzi vers Boutaré et que la ville de Boutaré pourrait être la prochaine victime des attaques de Kankrera Inyenzi. Fin de citation. Le comité de triage et d'arrestation de Boutaré, qui fut mis en place par le ministère de l'Intérieur pour exécuter ce plan criminel d'arrêter les Tutsis, était composé des personnalités suivantes. Temhagma Gari Justin, préfet, qui était son président d'office, Major Nheziria Alphonse, qui commandait la circonscription militaire de Boutaré, Ndayamba Teresfor, qui était responsable du service d'immigration et immigration à Boutaré, Yamuremye Fidèle, qui était responsable du service de renseignement préfectoral de Boutaré, Ginishuti Vedast, qui était adjoint du responsable du service de renseignement préfectoral de Boutaré, adjudant-chef Kagangwe Frem, qui était directeur de la prison de Boutaré, et Kanyabashi Joseph, qui était bourgmestre de la commune urbaine d'Ongoma, Asiel Simbari Kouré, qui était sous-préfet de la sous-préfecture de Boussoro, Akizamungu Jean-Baptiste, sous-préfet de préfecture, Gassana Jean Chrysostome, également sous-préfet de préfecture à Boutaré. Dans ce procès verbal, il y était précisé que le procureur de la République à Boutaré, qui se nommait Théoneste Bagirubwiko, avait refusé de continuer à participer aux travaux de ce comité, très probablement dans le but de s'opposer à l'ingérence du pouvoir exécutif dans le système judiciaire. Les autres membres lui reprochaient d'avoir libéré des personnes arrêtées, soi-disant pour complicité avec les rebelles du FPR, sans obtenir l'aval de ce comité, et avaient ainsi saisi ses supérieurs pour son remplacement. Ce faisant, il fut remplacé mi-novembre 1990 par le procureur Apollinaire Nsengiyumva, en provenance de Byumba, où il venait notamment de se distinguer dans les arrestations de Tutsis, suivi de leur assassinat ignoble au camp militaire de Byumba. Lors de la toute première réunion de la commission de triage, que dirigea le procureur Nsengiyumva Apollinaire à Boutaré, le 29 novembre 1990, il a indiqué les méthodes qui devaient être appliquées dans les arrestations de suspects, de soi-disant complices du FPR, dont l'existence, je cite, d'un tableau qui décrit par colonne les prévenus, totalement complices du FPR, avec des preuves à l'appui, les prévenus avec des allégations encore à vérifier, ainsi que les prévenus proposés à la libération. Fin de citation. Cette commission de triage que présidait le procureur Nsengiyumva décidait en fait qui devait être arrêté, qui devait rester en prison et qui devait être torturé pour l'obtention forcée des aveux, dans tous les cas de manière arbitraire. Ainsi,
Dans cette réunion du 29 novembre 1990 de la commission que présidait le procureur Nsengiyumva, il a été décidé d'arrêter plusieurs personnes, dont Silas Kagabo, avec le seul reproche que pendant que le pays était attaqué, le 1er octobre 1990, soi-disant qu'il avait hébergé les Ougandais, précise le procès verbal. Un autre Tutsi nommé Théodomir Nyungura, qui était inspecteur de police judiciaire en commune Runyinya, il a été décidé de procéder à son arrestation pour le seul motif que, je cite, son grand frère Kayumba Gaspard, qui était détenu à la prison de Butare, était dépositaire des équations soi-disant sur les ethnies et autres notes à caractère subversif. L'IPJ en question, M. Nyungura, dit qu'il avait une dent contre les Hutus et qu'il devait donc être arrêté par la gendarmerie. Fin de citation. Celle-ci a désigné une sous-commission de triage de Butare qui décidait du droit de vie ou de mort des Tutsis, arrêtés pour accusation mensongère de complicité avec Robert du FPR, qui était composé de personnalités ci-après. Nsengiyumva Apollinaire, procureur à Butare, qui était président de la commission. Lieutenant-colonel Marcel Gatsinzi, commandant de place de la région militaire Butare Gikongoro. Commandant Habyarabatu Masiriak, qui était commandant de gendarmerie du groupement de Butare. Adjudant-chef Ephraim Kagango, directeur de la prison de Butare. Gassana Jean Chrysostome, sous-préfet chargé des affaires politiques à Butare. Yamuremye Fidèle, responsable du service préfectoral de renseignement à Butare. La commission a nommé 3 enquêteurs qui participaient à toutes les réunions, à savoir Matabaro Jean-Baptiste, qui était substitut du procureur à Butare, Wihore André, également substitut du procureur à Butare, et Gassira Bolaban, directeur adjoint de la prison de Butare. Allons maintenant voir ce qui se passait à la prison de Byumba, qui a été cruel. La prison de Byumba a été un lieu redoutable pour les Tutsis détenus pour la redoutable fausse accusation de complicité avec le FPR. La plupart de ces personnes ont été arrêtées en 1990 en commune Murambi par le bourgmestre Jean-Baptiste Gatete. Celles qui n'étaient pas directement tuées par Gatete étaient violemment battues et transportées mourantes à la prison de Byumba. Avant chaque arrestation, une réunion de concertation avait lieu à laquelle participaient notamment le bourgmestre Gatete, Manasse Bigwenzare, Mirasano, Mudaheranwa, Mbuguje Karemera. Ces derniers se faisaient ensuite accompagner par les chefs des cellules afin qu'ils désignent les habitations des personnes à arrêter. Le témoin André Gatera, qui a été détenu durant 6 mois au cours de son arrestation, nous a signalé que ses compagnons d'infortune en provenance de Murambi se composaient de 12 personnes dont il se souvient, à savoir Buke Kabiri, Urakari, Kaburame, Kagabo, Karyabwite, Mukakinani, Munyeshuri, Ndori et Sebudandi. Ce groupe n'a pas été arrêté le même jour. Gatera a été interpellé par un responsable de cellule dénommé Karemera sous les ordres du bourgmestre Jean-Baptiste Gatete et de Manasse Bigwenzare, qui était président du tribunal de Kanto de Murambi. Une fois arrivé à Byumba, le témoin Gatera a remarqué que Sebudandi et Kagabo, qui avaient été arrêtés avant lui, avaient été tués la veille. À son arrivée, ses autres compagnons, dont Buke Kabiri, Kaburame et Ndori, ont eux aussi été tués. Avant de les massacrer, on leur bandait les yeux et on les transportait dans le camp militaire de Byumba. Là, on les jetait dans une fosse commune creusée à cette fin, où on les brûlait vifs avec des pneus. Le camp militaire de Byumba était dirigé par le major Pierre Ngira de 1983 à 1991. Les autorités en charge de conduire les détenus Tutsis à l'abattoir étaient l'inspecteur de police judiciaire nommé Rutobo, actuellement détenu pour crime de génocide à la prison de Miove, Apollinaire Nsengiyumva, originaire de Rengeri, qui était procureur avant qu'il ne soit muté à Butare, et Jean de Dieu Nduguyemo, qui était directeur de la prison de Byumba et qui est aussi actuellement détenu à la prison de Musanze. En 1993, le major Pierre Ngira a déclaré à la Commission internationale des droits de l'homme, qui a enquêté sur les pogroms commis pendant cette période, qu'il avait reçu 18 personnes envoyées par le bourgmestre Gatete et que celles-ci avaient effectivement été tuées. Parmi les autres victimes de la prison de Byumba,
que la Commission internationale a identifié en 1993. On peut citer Zakari Mugambira, qui était entrepreneur en construction. Il habitait au centre de Rukomo, commune Muvumba. Il a été envoyé à la prison par le bourgmestre Nestor Rwabukombe, actuellement détenu en Allemagne après avoir été jugé et reconnu coupable de génocide et condamné à la prison à perpétuité. Il y avait aussi Jean Mugambira, fils de Kanyabigega, qui lui aussi habitait à Rukomo. Dans la prison de Kibungo, les Tutsis étaient sévèrement battus, sous l'ordre des autorités locales, par un prisonnier cruel tenu pour meurtre et qui était surnommé Gifaransa, dont son vrai nom était Emmanuel Ruhoraningoga, originaire de la commune de Gishita à Kibuye, fils d'Alexis Sekabwa et de Marie Mukambuguje. Gifaransa était très réputé pour sa cruauté à Kibungo, car c'était un bandit de renom. Pendant la période d'arrestation de ces malheureux Tutsis faussement accusés d'être des complices du FPR, il était chef des autres prisonniers de la prison de Kibungo. Beaucoup de détenus ont succombé au coup de bâton de Gifaransa. Parmi les victimes notoires figure le professeur Charles Kagango, qui enseignait au petit séminaire d'Ozaza. Il a été bastonné pour lui faire avouer que son petit frère, qui était militaire de l'armée ougandaise, qu'il serait venu lui rendre visite avant l'attaque du FPR. Kagango a catégoriquement réfuté ces accusations. On l'a alors assommé à coups de pilon et de machette et il a passé la nuit à sangloter. Il s'est éteint à l'aube. Le docteur Bigomwa Pierre Célestin, petit frère de Martin Moukiana, fondateur de la CDR, qui était médecin à Kibungo, a falsifié l'attestation de décès de Kagango en déclarant qu'il avait été victime d'une crise d'asthme, alors que c'était totalement faux. Le responsable du service de renseignement à Kibungo, Paul Senhasha, a fait une note assez supérieure, disant que Feu Kagango disposait d'un centre de formation des rebelles auquel il apprendrait les armes. Un mensonge d'État. Et notre Tutsi, victime de coups de bâton de Gifaransa, est Mugambage, originaire de la commune Kabarondo. Ces tortures commises par Gifaransa sous les ordres des autorités de Kibungo ont poussé certains détenus considérés comme complices à avouer le crime de trahir le pays pour échapper au supplice. On peut mentionner ceux qui faisaient partie de l'équipe dénommée Karuranga et qui ont avoué sous la torture qu'ils avaient appris le maniement des armes pour accueillir les rebelles du FPR une fois qu'ils arriveraient au Rwanda. La liste des Tutsis cruellement bastonnés dans la prison de Kibungo est longue. Nous en citons quelques noms. Claude Niyonshuti, Innocent Zitoni et Ntaganda, qui étaient commerçants à Kibungo, Sylvestre Nkusi, qui enseignait à Zaza, Alfred Nkubiri, qui était un agent de la société la rwandaise, Claver Barimungondo, Charles Katabogama, qu'on surnommait Korwako, Gilles Mugabo, Kayonga, qui enseignait à l'Institut Saint-Fidèle de Gisenyi, Lutagengo Emmanuel, qui a été battu pendant plusieurs jours pour le forcer à avouer son crime, le pasteur Jean de Dieu Mumvaneza, originaire de Rusumo, a lui aussi été victime de ces tortures, de même que son épouse Dorothée, propriétaire d'un restaurant Kiansi. On l'accusait d'être une amie d'un chauffeur de camion, poids lourd, qui était resté en Tanzanie après les attaques du FPR. Les tortionnaires ont cloué les pieds de Mumvaneza pour le tuer comme Jésus, disait-il. Quant à son épouse Dorothée, elle est décédée suite à plusieurs coups de couteau qu'on lui avait administrés. À la prison de Kibungo, le groupe de tortionnaires était composé des personnalités suivantes: du procureur Ushishi Mathias, qui a massivement tué pendant le génocide, du responsable des services de renseignement, Paul Senhasha, du substitut Kariste Kanyemera, de Joseph Biakunda, directeur de la prison, et d'autres qui ont torturé les Tutsis pour les forcer à avouer qu'ils étaient complices du FPR. Maintenant, ce qui se passait comme torture à la prison de Nyanza. La prison de Nyanza a aussi connu des cas de torture de Tutsis qui étaient détenus. Ainsi, comme l'indique le procès verbal de la réunion de sécurité de la sous-préfecture de Nyamisindu, tenu le 23 octobre 1990 sous la présidence du sous-préfet Michel Habumugisha, avec comme rapporteur Florian Munyangeyo, il est précisé qu'à ce jour, 31 personnes poursuivies pour complicité avec le FPR dans la ville de Nyanza
avaient des dossiers qui devaient être transmis aux tribunaux. Ces personnes rejoignaient 230 autres Tutsis arrêtés pour les mêmes suspicions et transférés à la prison de Nyanza en provenance de Kigali. Le procès verbal poursuit en signalant que dans cette réunion, les participants ont été informés de la maman d'un commerçant Tutsi du nom de Kayura Claver, alias Mirikorine, qu'elle aurait refusé aux membres de cellule de fouiller sa maison. La réunion a ordonné que la fouille soit effectuée de force et que si elle continuait à s'y opposer, qu'il fallait casser les portes de sa maison. Cette réunion a aussi abordé le sujet du club Inkotanyi, qui était une association de professeurs de Nyanza existante depuis 1973, pour se demander si cette opération n'avait pas de lien avec le Front patriotique rwandais. Après avoir interrogé un certain Mukiga Théogène, qui a expliqué que c'était un nom qu'ils ont tiré au hasard, les membres du Conseil de sécurité de la sous-préfecture de Nyabisindu ont conclu que le nom Club Inkotanyi n'avait rien à voir avec le FPR. En pleine séance, le préfet de la préfecture de Butare, Justin Mahagari, et c'est le plus grave, est arrivé en provenance d'un voyage à Kigali. Il a pris la parole et a insisté sur le fait que, je cite, ils doivent tous rester vigilants, car un homme qui a attaqué le pays est toujours parmi nous, qu'il s'est dispersé dans tout le pays. Le préfet a précisé que les 31 personnes arrêtées à Nyanza ne sont pas les seules qui avaient l'intention de s'emparer de la ville de Nyanza. Il a demandé à tous qui sont dans la réunion de s'unir pour traquer l'ennemi partout où il se trouve et ses complices, sans jamais se lasser, jusqu'à ce que l'ennemi soit totalement démasqué. Fin de citation. Ces propos du préfet Temahagari Justin constituent très clairement un appel à la chasse systématique aux Tutsis et l'insistance sur le petit nombre de 31 personnes arrêtées à Nyanza démontre que le préfet Temahagari sensibilisait ses administrés à redoubler d'efforts pour un plus grand nombre d'arrestations. La suite du procès verbal le prouve assez nettement, car il écrit que, je cite, le préfet a demandé au sous-préfet de Nyabisindu et à tous les bourgmestres de continuer la mobilisation de la population sur cette action d'arrestation. Il a insisté que la gendarmerie ne doit pas baisser l'intensité d'engagement avec lequel elle a commencé ses interventions et arrestations, que les barrières doivent être maintenues et contrôlées, que les fouilles doivent se poursuivre, mais en faisant attention à ne pas brutaliser les étrangers de passage au Rwanda. Le préfet a continué en rappelant que les rapports de ces étrangers vont très loin à l'extérieur et sont facilement recevables par l'opinion internationale. Fin de citation. Entendre ces propos ne peut pas être plus clair quant à l'appel des responsables politiques à la délation systématique et généralisée de traquer les Tutsis au sein de la population. Il convient de préciser que selon l'administration territoriale de l'époque, le préfet détenait tous les pouvoirs au sein de la préfecture qu'il dirigeait. Ainsi, ces ordres étaient automatiquement exécutés sans aucune autre forme de procès. Un autre point soulevé dans cette réunion et qui prouve à quel point la haine des Tutsis atteignait des degrés sans mesure est celui du cas d'un certain Munyakayanza Fulgence qui avait été arrêté à Rusatira sous la suspicion de complicité avec le FPR. Le directeur de la prison a expliqué que Munyakayanza était gravement malade, qu'il était visiblement mourant, hospitalisé à l'hôpital de Nyanza et que son poumon gauche était pourri, très certainement à cause des mauvaises conditions de détention. Les participants à cette prétendue réunion de sécurité ont fermé les yeux devant ce cas humainement préoccupant pour conclure, je cite, que tous qui visiteront Munyakayanza doivent être fichés, procéder à l'interrogatoire, parce que parmi eux, il peut y avoir des complices de l'ennemi. Fin de citation. Nous sommes clairement ici en face de l'extrémisme la plus absurde et de l'inhumanité au plus haut degré. C'est cela que les Tutsis ont subi pendant cette période. Les cas présentés sur la prison de Nyanza ne sont que quelques illustrations d'une pratique majeure qui a touché tout le pays. Au cachot de la gendarmerie de Rwamagana, en préfecture de Kibungo, un cas a été l'exemple de la plus cruelle inhumanité, celui de l'arrestation suivie d'assassinat du chanoine anglican Alfred Kiafubire, qui était directeur de l'école des lettres de Gahini. Il a été tué dans un cachot de Rwamagana le 6 décembre 1990.
Alfred Kiafubire était un pasteur Tutsi au sein de l'église épiscopale du Rwanda, anglicane, qui était dirigée par Monseigneur Adonia Sebununguri. Il a été arrêté le 6 décembre 1990 par le bourgmestre de la commune Kayonza, Léopold Senkware, et conduit à Rwamagana. Il accusait Fosumaro Shanwane Kiafubire d'être de mèche avec le FPR et d'avoir des informations relatives à ces attaques. Le bourgmestre a remis Alfred Kiafubire sain et sauf aux agents de renseignement ainsi qu'à la gendarmerie à 15h de la même date. Ces derniers l'ont amené dans le bureau de Rwamagana, ils l'ont battu et il est mort sur le champ. Sa famille l'a su et a demandé qu'une autopsie soit effectuée, mais les autorités s'y sont opposées et les ont même refusé de remettre le corps à la famille. Finalement, les autorités ont accepté de le faire le 7 décembre 1990 suite à la pression d'Amnesty International qui avait été alerté par sa famille et ses amis de l'étranger, essentiellement des missionnaires britanniques et allemands qui avaient travaillé avec lui à Gahini. Le contenu d'un document daté du 8 décembre 1990, rédigé par le préfet qui dirigeait la préfecture de Kibungo à l'époque, Laurent Bukibaruta, ne laisse aucun doute sur son assassinat par les autorités. En effet, dans ce document confidentiel que le préfet a adressé au ministre de l'Intérieur et du Développement communal, le préfet Bukibaruta a cheminé au ministre un rapport du conseil préfectoral de sécurité de la préfecture de Kibungo qui a examiné de près les enquêtes concernant les suspects arrêtés dans le cadre de la guerre déclenchée par le FPR, puis le cas de la mort du chanoine Alfred Kiafubire. Sur ce deuxième point, le préfet écrit, je cite, « Concernant la mort du chanoine Alfred Kiafubire, qui était directeur de l'école des lettres de Gahini, il est arrivé à Rwamagana en très bonne santé. Il y est décédé dans l'après. Ce qui nous est évident, c'est qu'il faisait partie des complices de l'ennemi parce que son nom figurait sur la liste qui a été trouvée dans les habits d'un Kankrera Inyenzi. C'était une opération injurieuse donnée à l'époque par le régime aux combattants du FPR et à tout ce que l'on voulait diaboliser. Et il ajoute qu'il a été tué à Rukara. Voilà la teneur des propos tenus dans la lettre introductive du rapport du préfet Bukibaruta, ce qui laisse apparaître clairement que la mort de Kiafubire est un fait d'État. Cette conviction va se confirmer lorsqu'on lit le contenu du procès verbal dressé par le préfet Bukibaruta sur sa mort. Il y est noté ce qui suit, je cite. Le commandant de gendarmerie a dit qu'il a appris la mort de cet individu, mais comme il est arrivé à Rwamagana le jour même du 17 décembre 1990, il n'a pas eu le temps d'en savoir beaucoup plus. Les agents chargés des renseignements à Rwamagana, ainsi que la gendarmerie et les autorités communales d'Omuhazi, ont confirmé qu'ils ont frappé Kiafubire en compagnie des gendarmes, sans donner de nom, jusqu'à ce qu'il meure. Il a ajouté que ceux qui l'ont frappé sont étonnés du fait qu'il est mort de ses coups, alors qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été tabassées comme lui, mais qui ne sont pas décédées pour autant. Le conseil préfectoral de Kibungo cautionne un tel acte ignoble et ne se donne aucune peine d'engager des poursuites à l'encontre de ses auteurs, alors qu'il est avéré que c'était des agents de l'État et de sécurité. Participer à ce conseil, le préfet Laurent Bukibaruta, qui présidait la réunion, Bushishi Mathias, procureur de la République à Kibungo, Major Augustin Budura, commandant du groupement de gendarmerie à Kibungo, lieutenant Ndangurura Jean Damascène, du bataillon armée rwandaise Huye, Senhasha Paul, responsable du service central de renseignement à Kibungo, Sekagina Faustin, sous-préfet de préfecture, Ntambuko Joseph, responsable du service de renseignement de la sous-préfecture de Rwamagana, Habimana Jean Damascène, chef d'équipe à mission commune Muhazi, agent du service central de renseignement. Dans la prison de Kibuye, les Tutsis ont été torturés par les autorités supérieures de cette préfecture. Comme ailleurs, citons ceux qui y ont participé. Le major Rwabakika, qui était commandant de place à Kibuye, le sous-préfet de préfecture, M. Kabera, Juvenal Mihigo, qui était président du tribunal de première instance, le procureur au parquet de Kibuye, Anastase Mugemashuro, Simeon Rwabigwi, responsable du service de renseignement à Kibuye, François Mugemankiko, directeur de la prison de Kibuye. Dans la prison de Gikongoro, des crimes similaires
ont été conduits par le procureur CLCC Migabo, ainsi que d'autres agents sous l'autorité du préfet Joseph Habiyambere, originaire de Gisenyi. Un cas unique a été observé dans cette prison, car les autorités ont constaté que son directeur était un Tutsi qui avait changé d'ethnie. Il s'appelait Issabane Jean. Il a été accusé d'avoir des parents et des frères au Massissi et Rutshuru, au Zaïre, et que donc il constituait une cible de taille. Dans sa lettre du 25 mars 1991, le préfet Joseph Habiyambere a écrit au ministre de l'Intérieur, auquel, avec copie au ministre de la Justice et au directeur général du service central de renseignement, accusant Issabane Jean d'obtention illégale de la carte d'identité à mention Hutu. Le préfet a signalé que le lendemain, il procédera à un interrogatoire profond contre Issabane sur sa vraie appartenance ethnique et sur la façon dont il a obtenu sa carte d'identité avec mention Hutu. Le préfet demandait en même temps que Issabane soit démis de ses fonctions de directeur de la prison de Gikongoro. Effectivement, la demande du préfet Habiyambere, qui avait été avant sa nomination à Gikongoro, directeur général du service central de renseignement, a été suivie des faits. Issabane Jean a aussitôt été démis de ses fonctions de directeur de la prison de Gikongoro pour le seul fait d'être Tutsi, et il a été tué dans le génocide. Paix à son âme. Globalement, dans toutes les prisons du Rwanda, les Tutsis et les Hutus accusés d'être des complices du FPR ont été victimes d'atrocités innommables, souvent commises par ceux qu'on appelait capita, prisonniers-chefs, en connivence avec les directeurs des prisons et certaines autorités, en particulier celles des services d'inspection judiciaire et des services de renseignement. D'autres actes d'atrocité, comme la privation d'aliments, l'enfermement dans des cachots sans le droit de se laver, la bastonnade, etc., étaient commis sous l'autorité des directeurs de prison. À titre d'exemple, l'adjudant de la prison de Kigali, Barakengera, qui était directeur de cette prison, était un tortionnaire de grand renom. Tout Tutsi qui était emprisonné était cruellement battu. Il en était de même de l'adjudant Ephraim Kagango, directeur de la prison de Butare. Tout ce monde faisait partie de la clique de ce qu'on appelait les Abakiga, les gens du Nord, fief du régime Habyarimana. Nous étions en octobre-novembre 1990, 3 ans avant l'extermination totale des Tutsis d'avril-juillet 1994. En 1992, 2 avocats belges, Maître Eric Gilet et Maître André Jadour, ont été envoyés par une association belge de défense des droits de la personne, le Comité pour le respect des droits de l'homme et de la démocratie au Rwanda. Ils ont effectué une enquête au Rwanda du 9 au 17 janvier et du 2 au 5 février 1992. L'objet de cette enquête consistait à examiner la situation des droits de la personne au Rwanda. Dans le rapport, ils ont collaboré avec 2 associations rwandaises, l'Association rwandaise pour la défense des droits de la personne et des libertés publiques, ADL, et Kanyarwanda. Au bout de l'enquête, ils ont rédigé un rapport en mai 1992. Maître Eric Gilet et Maître André Jadour indiquent que des injustices graves sont commises au Rwanda contre les Tutsis. Ils rapportent des licenciements abusifs, des détentions arbitraires et dans des conditions inhumaines, dont des cas de torture ayant provoqué des décès, à l'occurrence dans la prison de Butare. Ils évoquent aussi des massacres à grande échelle de Tutsis dans les préfectures de Gisenyi et de Ruhengeri. Selon les rapports, l'origine de ces pogroms est la prise de la ville de Ruhengeri par l'armée du FPR dans la nuit du 22 janvier 1991, qui a libéré des personnes qui étaient détenues dans la prison de Ruhengeri. Après la prise de cette ville, les autorités ont dressé des listes de Tutsis de différentes communes et ils ont ensuite déployé des militaires pour les éliminer. La plupart des Tutsis ont été tués alors que quelques rares rescapés ont pu se réfugier au Zaïre. Ces massacres ont été particulièrement intenses dans les communes de Mutura à Gisenyi, commune de Kinigi et Mukingo à Ruhengeri. Parmi les personnes tuées que cite le rapport, figure Pimake Samvura, arrêté chez lui par des militaires du camp de Mukamira.
Ils l'ont conduit au bureau de la commune de Mukingo où il a été tué le 28 janvier 1991. Son corps a été porté disparu. Le rapport mentionne également les personnes qui ont été arrêtées puis tuées par le bourgmestre de Mukingo, Juvenal Kajerigeri. Maître Eric Gillet et Maître Jadou fournissent d'autres exemples de Tutsis tués dans les communes de Mutura et Gisenyi, parmi lesquels Camille Karissa, vétérinaire de la commune de Mutura et originaire de la commune de Nyaruhengeri à Butare. Il a été assassiné le 5 février 1991 par des paysans placés sous les ordres des militaires du camp de Bigogwe. Le rapport explique que les Tutsis étaient tués avec une cruauté innommable. Il donne l'exemple d'Obadiahe, pendu aux branches d'un arbre et qui s'éteint après 3 jours, dévoré par les rapaces. Un nourrisson appelé Gishongore a été coupé en 2 morceaux. Le rapport raconte que de nombreux Tutsis se sont suicidés pour échapper aux atrocités lorsqu'ils apprenaient les barbaries avec lesquelles leurs avaient été massacrés. Maître Gillet et Maître Jadou indiquent aussi avoir recueilli plusieurs témoignages de prisonniers détenus à la prison de Gisenyi. Ils leur ont confié que la direction de la prison leur avait demandé à maintes reprises de creuser des fosses communes dans le cimetière de Gisenyi dans lesquelles étaient jetés les Tutsis. La plupart de ces personnes avaient été tuées dans les locaux de la gendarmerie de Gisenyi, dirigée par le capitaine André Bizimana, où elles étaient torturées lors des interrogatoires. Paix à l'âme. Suivez le reste de nos vidéos et n'oubliez pas de les partager.